Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour. En ce lendemain de non-France-Angleterre, on ne va donc pas parler de France-Angleterre, ni de Beyoncé, mais de France-Galles. Évidemment, le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby, et on va se demander si les Diables Rouges ne seraient pas devenus la bête noire des Bleus. C'est sponsorisé par l'association anti-daltonien. Puis on s'arrêtera sur le Japon, invité surprise ou pas, vous nous direz, messieurs, des quarts de finale. Japon, pays du rugby levant. Alors la Coupe du Monde a été abîmée et endeuillée par le typhon Hagibis qui a fait une quinzaine de victimes à un moment où on enregistre. Il est bien évident qu'on ne perd pas de vue, que des gens sont morts, qu'il y a des dégâts considérables. On a d'ailleurs vu les joueurs canadiens dont le match contre la Namibie a été annulé aller aider les habitants à Kamahashi. Le rugby reste à sa place du rugby. Mais on va en parler avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cricri. Richard Esco. Salut Richard. Bonsoir. Et Alex Bardot en direct de Oita, au Japon. On dit comme ça, Alex ? Je pense. J'ai pas beaucoup progressé en japonais, mais je pense qu'on dit Oita, oui. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez tout. Alors, c'est parti. Flexion liée jeu. Pour commencer, on va retrouver notre carte postale japonaise, donc avec Alex à Oita. L'un de nos envoyés spéciaux à Tokyo, Karim Ben Ismail, s'est fait une belle frayeur, lui, au 14e étage de son hôtel, quand le bâtiment s'est mis à tanguer pendant le séisme, magnitude 5,7, ça commence à secouer son Karim. Oui, mais une japonaise qui parlait dans un papier de Karim ce matin disait que 5,7 c'était une crotte de nez. Je la cite, voilà. D'accord. Pour une japonaise, pour un Français qui n'a pas l'habitude du séisme, oui, je pense que c'est flippant. Alex, vous à Oita, vous étiez au calme, tout va bien. Vous êtes arrivé plus tôt que prévu, donc tu peux nous raconter un peu comment s'est passée toute cette opération typhon ? Ça serait un peu long de tout raconter, mais grosso modo, les Français donc devaient passer par Tokyo pour jouer l'Angleterre, et puis ils ont fait finalement directement le voyage de Kumamoto à Oita dans l'île du Sud. C'est un voyage assez court, c'est 2 heures de bus, je pense. Pour ma part, avec 2-3 collègues, on est parti à Tokyo et on a dormi une nuit à Tokyo, la nuit de mercredi à jeudi si je me trompe pas. Et on a fait demi-tour. On a pris la direction d'Oita quand le match a été annulé. À Oita, effectivement, il y a eu aucun problème. Il y avait un vent assez fort, mais pas de pluie. En revanche, pour ceux qui étaient à Mamatsu, je crois, et à Tokyo, effectivement, ça a été beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et puis cette frayeur du tremblement de terre qui au départ a pas été vécu comme un tremblement de terre. Karim Ben Ismail, dont on parlait tout à l'heure, m'a envoyé un message audio il devait être 18h23 ou 24 au Japon, en me disant je suis au 14e étage, j'ai eu un coup de flip, je redescends, le bâtiment vient de trembler. Et il l'attribue à ce moment-là, lui, au vent, parce que les vents commençaient à pousser beaucoup plus fort. Et en fait, c'est à la fois le tremblement de terre qui a fait trembler le bâtiment. Voilà, en fait, il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est qu'on a vu aujourd'hui un match Japon-Écosse extraordinaire. On n'a même pas l'impression, en voyant ce match, qu'il y a eu un typhon sur Tokyo. La pelouse était impeccable, il n'y avait pas de gerbe d'eau, il y avait... Et pourtant, il faut mesurer que ce qui s'est passé au Japon et ce qui est encore en train de se passer, c'est colossal. Il y a quand même effectivement une quinzaine de morts, des rivières en crue. C'est plus la pluie d'ailleurs que le vent qui a causé des problèmes. Mais c'est vraiment, en fait, il ne s'est pas rien passé. Le fait que le match se soit déroulé, le Japon-Écosse, ne veut pas dire qu'il s'est rien passé. Il s'est au contraire passé une vraie catastrophe naturelle. Et voilà, effectivement, comme tu disais, Christelle, c'est important de se le rappeler dans ce moment où il y a de quoi s'enthousiasmer pour le Japon-Écosse qu'on a vu et où on pense beaucoup au rugby à la Coupe du Monde. L'annulation des matchs, elle a été vécue comment là-bas ? Parce qu'ici, les gens se moquent, sache-le. Comment ça a été vécu très diversement, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui comprennent, d'autres qui, y compris des gens qui devaient assister au match, qui mesurent que voilà, il y avait pas grand chose à faire contre un typhon. Il y a ceux qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de plan B.
Les joueurs, eux, de leur côté, je pense qu'ils ont assez vite compris dès la veille de l'annonce que le match n'aurait pas lieu, même s'il y a eu beaucoup de bruits différents qui leur sont remontés aux oreilles. Mais ils ont assez vite compris et finalement assez vite décroché, je pense. Après, il y a le regret pour les joueurs que le match n'ait pas eu lieu, parce que, et je pense pour le staff de l'équipe de France aussi, parce que cette équipe de France, elle aurait eu besoin de se mesurer à un adversaire du type de l'Angleterre avant d'affronter le Pays de Galles en quart de finale. Je peux donner mon avis sur ces annulations ou vous vous en moquez? J'aime toujours avoir ton avis, on Clément. sent que t'en meurs d'envie. Non, mais oui, parce que ça m'agace profondément. Je pose une question toute simple. Est-ce qu'on a joué au rugby samedi au Japon? Oui. Oui. Jour du typhon. On a joué au rugby au Japon. Il y a eu un Irlande-Samoa sur Kyushu, sur l'île du Sud. Ce qui est la preuve que toutes les balivernes que nous a racontées World Rugby sont infondées. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité ce jour-là de jouer au rugby au Japon. Alors évidemment pas à Tokyo ou à Yokohama comme c'était prévu pour le France-Angleterre, ça c'est une certitude, mais il était possible de délocaliser ces matchs. Seulement ça n'a jamais visiblement été anticipé et comme tu disais Alex, étudié comme étant un possible plan B, mais c'était possible. Il y avait des stades, il y a 3 stades de la Coupe du Monde qui sont sur l'île du Sud. Alors évidemment, ça pose des questions, des problèmes logistiques. Mais par exemple, la France et l'Angleterre avaient déjà ont rallié dès jeudi, la France même avant, puisque la France n'est jamais montée à Tokyo, l'Angleterre dès jeudi était sur l'île du Sud. Évidemment, je pense que ça aurait été très compliqué de le faire avec des supporters, parce que les stades n'ont pas tous la même capacité, on n'aurait pas pu rapatrier tous les gens qui avaient des billets pour le France-Angleterre de Yokohama à Fukuoka, par exemple, c'est pas possible. Mais tant pis, il fallait jouer ce match, je pense, à huis clos, dans un stade vide, mais il fallait le jouer quand même. Cette Coupe du Monde, malheureusement, alors heureusement qu'il y a eu ce rayon de soleil aujourd'hui, mais elle restera comme la Coupe du Monde pendant laquelle 3 matchs ne se sont pas joués, quoi. Et World Rugby se couvre de ridicule. Alors pour la petite histoire, quand Claude Haché a présenté, donc il y a quelques années de ça, l'organisation de la Coupe du Monde au Japon, il avait bien prévenu les Anglais que c'était sur une période de typhon. De toute façon, il s'agit de taper sur Google typhon Japon et vous avez septembre, octobre, novembre. Donc il leur a promis qu'il y avait des solutions de repli, sauf que d'après ce que je sais, elles n'ont jamais été posées sur la table. C'est-à-dire que sur un match annulé, personne ne savait où est-ce qu'on allait rejouer. Et je pense que sur les 2 jours qui leur étaient impartis, ils n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Ils ont eu plus que 2 jours, Richard, parce que dès lundi, on parle d'une annulation de possible d'Irlande-Samoa, parce qu'on n'est pas encore certain de la trajectoire du typhon. Dès le mardi, on commence à se dire que ça va frapper la région de Tokyo. Le mercredi, tu le sais, on passe toute la journée à essayer de recouper les infos pour savoir si le match va être maintenu ou annulé. Donc à partir de ce moment-là, à partir de mercredi, il reste encore jeudi, vendredi, samedi, il reste quasiment 3 jours pour anticiper un plan B, quoi. Alors après, on ne sait pas tout non plus de ce qui s'est passé des tractations avec les équipes. On entend dire que certaines équipes n'ont pas voulu entendre parler d'une délocalisation ou d'un report. Alors c'est pas la délocalisation, oui, c'est le report principalement. Mais peut-être la délocalisation aussi, j'en sais rien. Donc évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de zones d'ombre qui sont, peut-être qu'on apprendra des choses dans un futur proche, qui sont pas clairs. Mais, je le redis, ne pas avoir anticipé ça, avoir gravé dans le marbre, dans le règlement, en fait, dès là-dessus, on aurait même dû réagir nous, avoir gravé dans le marbre dans le règlement que si un match ne se jouait pas, il se jouait pas, et c'était match nul, et basta. En soi, c'était déjà une erreur, quoi. Et franchement, aujourd'hui, les Italiens, ils ont gueulé, ils ont bien fait de gueuler. Enfin, je veux dire, c'est honteux, quoi. Paris C, il finit sa carrière, peut-être, je ne sais pas s'il va rejouer des matchs internationaux. En tout cas, c'était son dernier match de Coupe du Monde face au All Black. Il ne l'a pas joué. On peut dire la même chose de Namibie-Canada. Il y a beaucoup de joueurs amateurs dans ces équipes-là qui font des sacrifices monstrueux pour aller jouer une Coupe du Monde au Japon. On les prive d'un match et d'une victoire. L'une des 2 équipes aurait pu gagner. Et gagner un match en Coupe du Monde pour des gens comme ça, c'est incroyable. Bref, c'est franchement nul, quoi. Alex, la deuxième, aucun mot ne me vient, donc je vais dire Schmurtz. Le deuxième Schmurtz cette semaine, ça a été l'affaire Ramos. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors Thomas Ramos, il s'est donc blessé contre les États-Unis il y a 10 jours. Si on rembobine un peu, 2-3 jours après, il a quitté le Japon parce que le staff de l'équipe de France a considéré qu'il qu'il était blessé, une entorse à la cheville. Et nous, assez vite, on a eu, dès le lendemain, le papier qu'on a écrit dans le journal le lendemain, les informations qu'on avait, c'était qu'il y avait des gens qui disaient des gens à l'intérieur du staff de l'équipe de France qui avaient dit que Thomas Ramos, il pouvait être remis sur pied au bout de 3-4 jours, donc qu'il aurait pu être dispo, peut-être pas pour les Tonga, mais pour l'Angleterre.
Ça fait beaucoup réagir en interne le staff d'équipe de France, que ce soit Jacques Brunel publiquement ou des gens du staff d'équipe de France qui nous ont reproché d'avoir écrit ça. Et bon, il y a pas de triomphalisme à faire dans tout ça, mais en fait, finalement, la réalité, c'est qu'effectivement, Thomas Ramos, il est rentré en France le dimanche qui a suivi France-États-Unis. Le lundi, il allait voir son médecin. Le médecin du club, et le médecin lui a dit feu vert. Le mardi, il s'est entraîné, et dimanche, plutôt samedi, il a joué contre Castres. Ce qui veut dire qu'il aurait pu prétendre à jouer le France-Angleterre si le France-Angleterre s'était disputé. Voyant ça, on voit depuis là, on constate depuis samedi que le staff de l'équipe de France réagit en termes de communication. Il y a eu Serge Simon, il y a eu un tout petit peu Jean-Baptiste Elissalde, et aujourd'hui Jacques Brunel qui fait inhabituel parce qu'il n'était pas du tout attendu en conférence de presse aujourd'hui. Il est venu et il a pris la parole avant que la première question n'arrive pour dire qu'il voulait s'exprimer sur le cas Ramos, et donc il s'est expliqué en disant que, grosso modo, ce qu'on peut comprendre, c'est que le diagnostic qu'on leur donnait, c'était 10 jours, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, et qu'ils ont voulu s'assurer en fait d'avoir un joueur disponible. Ça, c'est leur communication, mais factuellement, nous, on sait que à l'intérieur du staff d'équipe de France, il y a des gens qui ont dit que 3-4 jours pouvaient suffire. Donc leurs explications sont un peu courtes de ce point de vue-là. Et voilà, ça laisse un joueur dans une situation un peu triste quand même, parce qu'il était à la Coupe du Monde et on l'a renvoyé chez lui alors qu'il était il était possiblement apte à rejouer assez vite. Bon, il a gagné un match en se faisant plaisir hier contre Castres pour se consoler. Je sais pas s'il s'est fait plaisir, parce qu'à la fin du match, il pleurait, il était en larmes, il a rejoint sa fiancée qui était sur le bord de la pelouse. Il a craqué complètement, et le staff de Toulouse n'a pas souhaité qu'il aille en conférence de presse, de peur que ses mots dépassent sa pensée. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça. De peur que ses mots ne dépassent pas sa pensée. Oui, aussi. Et je pense qu'il a vécu un moment, Thomas Ramos. C'est une grande déception. Dans le flot de cette Coupe du Monde, les choses passent, donc on oublie peut-être un peu. Mais après, c'est des cas. Chaque Coupe du Monde, comme disait Clément tout à l'heure au sujet des annulations, c'est des aventures humaines, des joueurs qui ont ce rêve-là. Et puis, à un moment, ce rêve-là, il lui est ôté, et lui, de manière un peu abrupte et un peu incompréhensible. Alors ça, c'est le premier aspect qui est dommage. Après, ce qui est dommage aussi, c'est que finalement, le staff de l'équipe de France a mis beaucoup de temps à s'expliquer, à donner des raisons qui. Alors là, je pense que tout n'éclaircit pas, leur communication n'éclaircit pas tout, mais si dès la semaine dernière, ils avaient expliqué qu'ils avaient un doute sur la participation de Thomas Ramos pour l'Angleterre, et qu'ils avaient divers diagnostics, pronostics, et que du coup, ils préféraient le renvoyer, les choses seraient quand même passées de manière un peu plus tranquille. Or, depuis une semaine, en fait, ils communiquent en défense en quelque sorte, et puis ils expliquent pas, et aujourd'hui la polémique elle a explosé parce que en partie parce qu'ils n'ont pas communiqué de manière précise. Ok, merci Alex pour cette carte postale éditorialisée finalement. Un tout petit peu. Donc on peut se pencher maintenant sur le quart de finale qui attend les Bleus. Ce sera dimanche à 9h15 pour nous, à Oita. Ce sera donc contre le Pays de Galles de Lewin Jones, de George North, de Lee Halfpenny. Si on avait eu Halfpenny en finale. Pays de Galles qui a fait le grand chelem cette année dans le tournoi. Le Pays de Galles contre qui l'équipe de France menait 16-0 à la mi-temps et a perdu 19-24. Le Pays de Galles contre qui les Bleus ont gagné une fois en 7 ans. Et on se souvient un petit peu de comment. Et dans quelles circonstances pour rappel, des arrêts de jeu infinis, des mêlées à 5, et puis un coaching bienvenu. Un protocole commotion guillemets avec les doigts voilà. Pour remplacer Antonio par Slimani. Puis un essai de Chouli, une transformation de Lopez et une victoire de 2 points. Un triomphe. Voilà, un triomphe et un blâme envoyé par le World Rugby, si je me souviens bien même. So French. Bref, France-Galles, est-ce qu'on est face à nos bêtes noires? Et surtout, est-ce qu'on sait où est Babacar? Babacar, où es-tu? Bon, voilà. Ce titre-là, je le maîtrise pas assez.
Est-ce que c'est une bête noire? Il y a des statistiques et les statistiques, c'est factuel, c'est incontestable. Tu l'as dit, Christelle, on a gagné une seule fois sur les 8 derniers matchs contre le Pays de Galles. Je crois qu'en fait, on subit une sorte de retour de karma de la demi-finale 2011. Demi-finale 2011, on gagne 9-8 à 15 contre 14 après le carton rouge de Warburton. En remerciant... On doit jamais gagner. En remerciant Alf Penny qui a une pénalité trop courte. Et depuis, c'est comme si les dieux du rugby se vengeaient de la France et faisaient payer à la France le fait d'avoir battu le Pays de Galles ce jour-là, parce qu'effectivement, tu l'as dit, il n'y a qu'une seule victoire, et encore quelle victoire. Et juste comme ça, quelques stats, c'est donc l'équipe de l'hémisphère nord contre laquelle on perd le plus souvent depuis 2012, plus que contre l'Angleterre, plus que contre l'Irlande. C'est l'équipe de l'hémisphère nord contre laquelle on marque le moins de points et le moins d'essais. Ce qui donne une idée de la manière dont cette équipe est devenue en quelque sorte un peu injouable pour la France. Voilà, Alex pourra peut-être nous donner quelques clés tactiques, mais voilà, on sait que c'est une équipe qui a une défense très très efficace, concoctée par Sean Edwards, le futur adjoint de Fabien Galtier dans le staff de l'équipe de France, et contre laquelle on se casse souvent les dents. Oui, alors moi je prendrais le chemin inverse, c'est-à-dire que plus une série se prolonge et plus elle arrive à sa fin, et donc je pense qu'il est temps d'arrêter avec les Gallois. Et s'il y a une équipe qui est sans doute la plus à portée de l'équipe de France dans l'hémisphère nord, c'est bien le Pays de Galles, parce que je pense qu'affronter l'Irlande ou l'Angleterre sont là en revanche des équipes hyper structurées, presque froides. Les Anglais avec une qualité de vitesse derrière et d'inspiration dont nous ne disposons pas. Les Gallois, moi je les ai trouvés un peu en dessous de leur niveau sur cette Coupe du Monde. Ils se sont fait transpercer en défense, ils se sont fait secouer quand on les bloque bien devant. Je pense que sur une bonne conquête, sur une défense relativement hermétique, on peut penser que l'équipe de France sera capable de bloquer. Je pense que les Gallois peuvent se heurter à un mur et déjouer gentiment, tranquillement. Et s'il y a bien, un adversaire qui permettrait au 15 de France de passer, je pense que c'est le Pays de Galles plus que tout autre à l'heure actuelle, y compris même le Japon, dont on a vu que la vitesse d'intervention était certainement ce qui faisait le plus mal à l'adversaire. Voilà. Alex, c'est le ressenti aussi là-bas, plutôt le Pays de Galles, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Bleus? Non, je pense pas. Alors on n'a pas vu les joueurs aujourd'hui et depuis 3-4 jours, donc on n'a pas eu l'occasion de parler du Pays de Galles. Mais effectivement, je rejoins Richard sur un truc, c'est que c'est une équipe qui est pas forcément impressionnante. Elle ne cache pas la même puissance, la même vitesse, elle est pas aussi inspirée, par exemple, que l'équipe d'Angleterre. En revanche, c'est une équipe qui ne plie pas. C'est une équipe constante. C'est une équipe qui a un énorme mental, qui est capable d'aller chercher les victoires dans les derniers instants. Et puis surtout, qui a une capacité à maîtriser les matchs stratégiquement. Et ça, c'est des éléments qui la rendent redoutable, pas spectaculaire. Elle est peut-être moins talentueuse que d'autres, mais ça la rend extrêmement redoutable. Et d'autant plus pour une équipe de France qui, elle, souffre d'une inconstance pathologique, quoi. Cette équipe, elle n'arrive pas à tenir un match, elle n'arrive pas à rester dans son plan, à l'appliquer, à ne pas en dévier. Et ça, face à cette équipe du Pays de Galles qui est, au contraire, maîtresse de ses nerfs, elle est confiante, elle applique son plan de jeu, ça peut s'avérer terrible. Et peut-être qu'au score, on ne verra que 5-6 points d'écart ce week-end si le Pays de Galles gagne, hein, parce que moi, je pense que tous les scénarios sont possibles et les Français peuvent se révéler d'un coup sur ce match-là constant et maître d'eux-mêmes, maître de leur jeu. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Pays de Galles, même sans mettre des raclés, est une équipe impressionnante justement par cette capacité à tenir les matchs et à étouffer l'adversaire. Donc oui, peut-être que c'est pas l'Angleterre, peut-être que c'est pas les All Blacks, mais c'est une équipe redoutable et je pense aujourd'hui supérieure et bien supérieure à l'équipe de France. Toutes les relatives faiblesses qu'on a évoquées par rapport à cette équipe du Pays de Galles, son manque de génie et tout ça, sont en fait, je trouve, des forces dans le cas d'un match contre l'équipe de France. Je m'explique, je pense que c'est une équipe qui ne donne pas de prise,
C'est une équipe qui rend peu de ballons, c'est une équipe qui maîtrise ce qu'elle fait. Nous, on a besoin de folie, on a besoin d'un match. Je pense que les Anglais nous donnent davantage potentiellement de ballons de contre à négocier. Voilà. Bon, de toute façon, on n'a pas à comparer Angleterre et Pays de Galles puisque c'est pas la question. Mais si on avait dû prendre l'Australie, je pense qu'on aurait eu davantage de chance, à mon avis, que face à cette équipe du Pays de Galles qui a quelque chose de très espèce de rouleau compresseur, très froid, très méthodique, qui du coup, comme le dit Alex, est finalement tout le contraire de ce qu'est l'équipe de France aujourd'hui en termes de maîtrise collective notamment. Et du coup, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on a beau avoir des punchers, des joueurs qui sont capables comme Dupont, comme Penaud, comme Vakatawa, Fickou de casser les défenses. Si ça répond pas à un minimum d'organisation collective, je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Il y a une grosse inconnue quand même sur ce match, je sais pas où il en est, c'est la présence ou pas de Bigard à l'ouverture, qui a pris un KO terrible contre les Fidji en milieu de semaine. Donc il va falloir voir comment il se rétablit. Le remplaçant est très bon, c'est Patchell, mais le fait d'avoir les deux, on l'a vu contre l'Australie, d'avoir les deux potentiellement quasiment à une mi-temps chacun, est une arme redoutable, quoi. Et tu disais, Richard, quand même juste un truc, tu dis ils m'ont pas impressionné depuis le début de la Coupe du Monde, on n'a pas dû voir les mêmes matchs du Pays de Galles. Enfin, ce qu'ils ont fait contre l'Australie, c'était, alors ils ont souffert en fin de match, mais c'était quand même hyper impressionnant. Après, mais je sais pas si tu te souviens contre l'Australie, en fin de match, ils sont à 2 doigts de perdre cette rencontre. Ils sont soumis sous pression pendant les 20 dernières minutes. Ils sont à 2 doigts de laisser échapper un match. Ouais, mais ils le perdent pas. Et tu vois, ah oui, non, mais attends. C'est souvent comme ça avec les Gallois. Ouais, de toute façon, oui, mais si tu regardes bien, la clé, ça sera une fois de plus le milieu de terrain. On sait où est-ce qu'ils attaquent. On connaît leur jeu par bloc. On sait qu'ils mettent des avants dans l'axe, qu'ils vont percuter. En mêlée, c'est pas leur point fort. Tu peux les bloquer là. Si tu leur ralentis leur sortie de balle, parce que c'est la clé de leur jeu, pour pouvoir enchaîner jusqu'à plus soif, c'est encore pire que l'Irlande, eh bien, tu les empêches de jouer. Et là, eux, ils n'ont pas, dans leur jeu, de plan B. Ils n'ont pas de solution de repli. C'est-à-dire qu'ils jouent jusqu'à ce que ça passe. Et quand ça passe pas, eh bien, ça fait comme avec l'Australie. Tu peux prendre une rafale, mais revenir et à la fin être en position de l'emporter. Moi, franchement, c'est l'adversaire qui m'impressionne le moins parce qu'il est monolithique, il est stéréotypé. Il n'est pas impressionnant. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il a pas ce côté, il a pas un côté flamboyant. Mais en fait, c'est en cela justement qu'il est impressionnant, je trouve. Et Alex, juste, j'insiste sur, Alex saura de quoi je parle, quand on faisait les chroniques avec Fabien Galtier, quand il était notre consultant, avant qu'il devienne l'adjoint de l'équipe de France. Ça lui a bien réussi. Jacques Brunel. Il parlait il était toujours impressionné par le fait que les Gallois chassent les causes perdues, pour le citer. Et c'est vrai que c'est une équipe qui chasse toutes les causes perdues. C'est une équipe de chiens, quoi. C'est des chiens de la casse, les Gallois. C'est-à-dire que s'il y a un ballon qui traîne quelque part, vous pouvez être sûr que vous aurez 1, 2, 3 Gallois qui vont mettre la pression, qui seront là. Ils ont vraiment ce côté, il y a un mental incroyable. Oui, mais quoi. on les connaît, on sait comment ils jouent, il n'y a pas de surprise. Ouais, mais ça n'empêche pas l'efficacité. Non, mais attends, de quoi on parle ? On parle du choix qui est premier ou deuxième dans la poule qu'on doit rencontrer. Moi, je pense franchement qu'il vaut mieux rencontrer les Gallois que l'Australie. Très franchement, parce que là, les Australiens, pour le coup, ils ont des talents, ils ont un jeu qui nous convient très, très peu, alors que les Gallois, on les connaît, on sait où on peut les prendre, et je pense qu'il est temps d'arrêter cette série, et ça se fera en quart de finale. Je l'imagine, à condition que l'organisation défensive française sur le premier rideau soit extrêmement puissante et qu'on n'ait pas besoin de 3 Français pour arrêter un Gallois. Vous nous donnez un petit pronostic, les garçons, avant de passer au deuxième thème ? Ah ouais, moi il est tout trouvé. 19-12 pour les Gallois, puisque c'est le score moyen justement sur la série noire, et je pense que ça résume assez bien l'équilibre des forces aujourd'hui. Richard ? 19-18 pour l'équipe de France. Et toi, Alex ? Moi, je suis d'accord avec le premier de la classe, avec Clément. Parce que il est comme c'est statistique. Très bien, on termine en parlant du Japon, qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde. Victoire 28-21 contre l'Écosse, après avoir battu l'Irlande, puis la Russie et les Samoa. Japon premier de sa poule, invaincu, c'est un peu les All Blacks de l'Asie en fait. Je pense qu'on peut oser le terme. En vrai, ils ont un jeu hyper agréable, une énergie. C'était très sympa à regarder, ce Japon-Écosse, même devant les spaghettis à la ricotta. À la cantine, on s'était moqué de l'équipe de France quand elle avait fait match nul contre le Japon. On est bien attrapés. Les Sudaf qui vont les jouer en quart, même, doivent pas être hyper sereins. D'autant qu'ils s'étaient fait eux-mêmes battre il y a 4 ans par les Brave Blossoms. C'était à Brighton. Voilà.
C'est une révélation, Alex, pour toi, le Japon, ou tu les vois venir depuis un petit moment ? Non, je les vois pas venir depuis un petit moment, parce que j'avais été surpris en 2017, donc on fasse match nul contre cette équipe-là. Et je pense que d'ailleurs elle a beaucoup progressé depuis, notamment en défense. Si je me souviens bien de 2017, il y avait beaucoup de moments où il y avait des situations de déséquilibre total et les Français n'avaient pas su les saisir. Et là, par contre, c'est plus une surprise parce qu'en fait, quand on a vu ce qu'ils avaient fait contre les Irlandais, on savait que cette équipe, elle faisait la maille, quoi. Cette équipe, elle est hyper enthousiasmante. Elle a le cocktail du rugby moderne d'aujourd'hui, de la vitesse, une précision technique formidable, une organisation dans les replacements, dans les phases de conquête, tout ça c'est maîtrisé à la perfection. Et puis elle met aussi, et ça c'est peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elle met un engagement physique dans les courses, mais aussi dans les impacts entre Leach et d'autres. C'est monumental. C'est fantastique. Et ça rend leur rugby efficace défensivement et agréable offensivement. Moi, ce qui me sidère, en fait, c'est la disponibilité au jeu de tous ces garçons. C'est-à-dire que c'est incroyable, quoi. Ils déploient une énergie. Enfin, je sais pas, il faudrait calculer le temps moyen passé au sol par un Japonais, mais ça doit pas excéder une demi-seconde. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ils sont tout le temps là. Et ça doit être très très dur quand on est en face. On doit avoir un sentiment assez oppressant. Et que ce soit dans les deux sens. Quand on a le ballon, on doit être un peu oppressé par cette équipe japonaise. Et encore plus, en fait, quand on l'a pas. Quand on défend face à cette équipe-là, ça doit être terrible parce qu'ils arrivent à 3 à 4 pour déblayer avec énormément d'intensité. Le ballon est libéré très rapidement. Et puis surtout, je crois que ce qui leur manquait et qu'ils ont, c'est quand même qu'ils ont des talents individuels, quoi, qui ressortent. Enfin, je veux dire, les deux ailiers sont au-dessus du lot. Et ça, pour moi, c'est la grosse surprise, en fait. C'est-à-dire qu'on voit ces mecs casser des plaquages. Je crois que ça leur manquait avant. Leach, Alex en a parlé, dégage une puissance au contact. Pourtant, il est costaud, hein, mais il n'est pas monumental, qui est impressionnante. Et en même temps, tout ce qu'on vient de dire là, c'est peut-être la faiblesse, justement, dans l'optique du quart de finale. Parce qu'ils n'ont que 6 jours pour récupérer. Donc, il va falloir... Là, je suis quand même assez inquiet pour eux par rapport à la débauche d'énergie qu'ils viennent de déployer. Et puis, en face, ça va être l'Afrique du Sud qui, elle, aura eu 12 jours pour se préparer. Et qui est dans la dimension physique ce qui se fait de plus difficile. Donc voilà, c'est pour moi la grosse inconnue, mais franchement c'est réjouissant, c'est enthousiasmant, ça prouve que, comme tu le disais Richard dans une vidéo, il ne faut pas faire 2 mètres et 120 kilos pour savoir bien jouer au rugby. Et non, c'est top, c'est hyper agréable. Alors le progrès, alors je souligne ta pertinence, Christelle, parce que j'ai quelques amis qui m'ont envoyé des SMS en me disant mais on voit jouer les All Blacks, pas en miniature, mais c'est une équipe All Blacks. C'est pas étonnant puisqu'ils ont un entraîneur, Jamie Joseph, qui est un ancien flanqueur All Blacks. Et cette règle qu'on appelle la règle des 3 P, Pace, Possession, Placement, c'est-à-dire le rythme, le repositionnement et la conservation du ballon, c'est quand même l'ADN des All Blacks depuis les années 60. Et je pense qu'ils ont progressé. Moi, j'étais à Brighton en 2015. En 2015, ils avaient insisté sur les phases de combat, les phases de conquête et la défense. Et à la fin, ils marquent un essai sur le bord sur l'angle, sur le poteau de coin, sur une mêlée qu'ils demandent, plutôt que d'aller jouer une pénalité. Donc c'était du match nul. Donc c'était assez extraordinaire, mais ils avaient travaillé sur ce qu'on appelle, nous, un peu bêtement, les fondamentaux. Hein. Là où ils ont progressé, c'est sur la précision technique, tu le disais, sur la vitesse et sur cette... Alors, je ne sais pas si c'est de l'anaérobie, mais je voudrais bien connaître la préparation physique des Japonais parce que la façon dont ils sont capables de jouer à fond du début jusqu'à la fin m'impressionne. Je ne sais pas comment ils se préparent, je ne sais pas qui s'occupe d'eux, mais j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus du lot, au-dessus de toutes les autres équipes de cette Coupe du Monde. Un ancien champion du UFC, je crois, de MMA. L'UFC, c'est le MMA, c'est ça ? Enfin, il n'est pas tout seul, mais je sais qu'ils ont ce spécimen-là dans leur staff qui bosse beaucoup sur les phases de combat et les rucks notamment. Alors sur la condition physique, les entraîneurs aujourd'hui regardent effectivement, c'est ce que tu disais Clem, la vitesse à laquelle un joueur qui va au sol se relève. Et ils sont en train de travailler sur le GPS justement pour avoir ce temps-là, ce temps de réaction pour se remettre au combat. Et le travail, c'est d'arriver en 3 secondes, d'être capable d'avoir 3 plaquages en 3 secondes au ras d'un ruck. Voilà. Chez les Japonais, ce qui est assez intéressant à observer à partir de cette donnée-là, c'est la vitesse à laquelle les cellules
après un ruck, les cellules offensives se recréent. Il y a très très peu de situations dans un match où on voit à l'issue au moment où un ruck se forme et le demi de mêlée commence à l'extraire, il y a très peu de situations où on ne voit pas les joueurs japonais ayant déjà recréé les cellules. Avec d'autres équipes, notamment l'équipe de France il y a quelques mois, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, il y avait des moments de flottement parce que justement on attendait que ces joueurs se replacent. Les joueurs qui doivent recréer les cellules, notamment les avants. Après, il y a un autre truc qui me frappe là avec le cas du Japon, c'est qu'on avait dit, et ça se vérifie beaucoup depuis le début de la Coupe du Monde, que ça serait la Coupe du Monde du jeu au pied, avec des jeux au pied offensifs, avec des transversales, des diagonales, des petits jeux au pied dans le dos. Et ben, les Japonais finalement utilisent assez peu cette arme-là. Et en ça, ils vont un peu, je trouve, à contre-courant. Je sais pas si ça se vérifie au niveau statistique, mais c'est vraiment une impression qui ressort du match d'aujourd'hui. C'est que ils marquent un moment sur un coup de pied à suivre là, mais sinon ils portent beaucoup de ballons et ils aiment enchaîner les temps de jeu. Et on avait vu contre la Russie lors du premier match qu'ils avaient beaucoup essayé d'utiliser le jeu au pied et que ça leur avait pas réussi. Et depuis, ils sont dans un autre modèle qui leur correspond mieux. Je donne la statistique qui corrobore ce que tu dis. 75% de conservation du ballon et d'occupation du terrain pour les Japonais dans les 50 premières minutes quand ils mènent largement au score. Oui, contre l'Écosse. Ouais, c'est des stats monstrueuses face à une équipe comme l'Écosse. C'est presque de l'acabit du Irlande-France lors du dernier tournoi où on avait été bouffé dans l'occupation et la possession. Non, ce que dit Alex, c'est vrai, c'est frappant, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps mort. Le demi de mêlée, on voit jamais le demi de mêlée mettre le pied sur le ballon et patienter parce que, comme le dit Alex, la cellule offensive n'est pas replacée. Et du coup, c'est ça qui donne à ce jeu un côté assez virevoltant. Et la maîtrise technique individuelle, elle est illustrée notamment par le deuxième essai, là où il y a 4 ou 5 offloads consécutifs. Donc, c'est-à-dire que ces joueurs sont aussi capables de gagner leur collision et de jouer dans le dos de la défense adverse avec habileté. Je sais pas, j'ai pas les stats, je sais pas, ils ont fait très peu d'en avant, alors que c'est quand même la marque de fabrique de ce mondial, c'est le mondial de la maladresse, et eux ils en ont fait très très peu sur ce match-là. Donc avec des passes à une main qui plus est. Oui, enfin, avec vraiment des gestes de classe, quoi. Donc c'est Et leur capacité à se replacer en permanence aussi, c'est intéressant parce que en fait ça pèse sur les défenses dans le sens où plus il y a des joueurs replacés, plus il y a de solutions offensives pour le porteur du ballon. Et on voit à chaque fois qu'un joueur a le ballon, on sent qu'autour de lui, il y a une animation, des mouvements, des courses contraires, avec que ce soit les avants, autant des avants et les trois quarts. En plus, ils sont tous capables à un moment d'utiliser de bien lire la situation et de l'utiliser. Je pense à Stalonner qui joue presque comme un deuxième meneur de jeu. Parfois, il est là, alors qu'un talonneur plutôt c'est un joueur qui est quand même dans une idée de combat et d'affrontement. Lui, il se place souvent en premier attaquant avec des cellules autour de lui. Il est capable d'utiliser, et on sent à travers son attitude, qu'il est capable d'utiliser toutes les formes de jeu, aussi bien de garder le ballon que de faire une passe courte, longue. Et ça, pour un adversaire, c'est terrible et c'est rendu possible par le fait qu'ils sont très vite replacés et très vite structurés. Et ça dénote juste d'un truc, c'est d'une connaissance parfaite aussi du système de jeu collectif qui est assimilé par tous les joueurs, et c'est un balai, quoi. Ça donne ce sentiment. Michel Bonneau, il a été frappé par Frédéric Michalak qui, dans une interview à un autre média, a déclaré récemment il faut qu'on s'inspire du Japon, et encore tout à l'heure, il était à côté de moi en regardant le match, et il me disait mais quand Michalak il dit ça, on va s'inspirer du Japon, mais on n'est pas capable de leur précision, on n'est pas capable de leur discipline, de leur déplacement, etc. Donc en fait, c'est pas transposable. D'autant que tout commence sur un point. Non, c'est pas transposable. La clé du rugby japonais, pour moi, la base de tout, c'est le jeu au sol. C'est-à-dire, regardez quand le ballon tombe, le Japonais met le ballon à disposition, il n'y a jamais plus de 2 joueurs au soutien. Souvent, c'est un seul. Ce qui permet d'avoir un replacement offensif et de ne pas être en sous-nombre offensif quand c'est toi qui enchaînes. Ça, c'est sûr. Ok, sera le match après le nôtre, hein, c'est ça? Nous, on joue à 9h15, heure française, et eux à 12h15. Oui, et puis ce sera peut-être la demi-finale, France-Japon, qui sait. C'est dans la même partie de tableau. Il faut se rappeler quand même un truc, c'est que... tu retournes ta veste, Clément. Tu étais sur Galles, Afrique du Sud. Les Japonais avaient beaucoup souffert contre l'Afrique du Sud 10 jours avant le début de la Coupe du Monde. Il y avait un match amical au Japon qui avait fait quelque chose comme 40 à 7, je crois. À 10 à peu près, ou pour l'Afrique du Sud. Il faut pas trop s'appuyer sur les matchs amicaux, mais quand même la puissance sud-africaine est telle, puis c'est une équipe qui va très vite aussi, très organisée. Ça sera peut-être une marche trop haute, mais c'est pas très grave. Ils en ont déjà franchi une. Ils ont déjà franchi une énorme étape. Si on avait pensé ça, Richard, toi tu devais être en Afrique en 95.
pour la Coupe du Monde. Si quelqu'un t'avait dit qu'il jouerait un quart de finale en 2019, je pense que tu l'aurais pas forcément cru. Après le record de points qu'ils encaissent contre les All Blacks, non, ça certainement pas. Ouais. Mais l'évolution du rugby fait qu'aujourd'hui, les petits gabarits ont leur mot à dire, et c'est ce que je voulais dire, Frédéric. Exactement. Michalak. Oui, sans doute, oui. Eh bien, merci messieurs pour toutes ces phrases les unes après les autres, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci Alex, bon Oita à toi, merci à vous deux. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Richard Esco, Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr. Apple Podcast, SoundCloud, n'hésitez pas à réagir. Laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.